Bienvenue sur cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer comment mon père a rajouté plus de 750 000 euros en 2 mois dans son entreprise. Et pour vous parler un petit peu de tout ça, je vais prendre un extrait de ce que disait un grand publicitaire américain du nom de Eugene Schwartz, qui est encore pris comme référence aujourd'hui dans tout ce qui est message marketing. Il disait que rédiger des textes publicitaires, c'est comme jouer en bourse ou être physicien nucléaire. Au fond, ces trois métiers, la rédaction publicitaire, la spéculation et la science, sont exactement identiques. Ce sont les mêmes principes qui les font fonctionner. Et si vous en prenez conscience, vous pouvez doubler l'efficacité de vos textes du jour au lendemain. On pourrait dire texte, mais aussi tout message, toute communication, marketing. Ok ? Considérez ces faits. Ces trois domaines ont tout affaire à d'immenses forces naturelles, des forces gigantesques, des milliers de fois plus puissantes que les hommes qui les utilisent. Ce qui va nous intéresser, nous, aujourd'hui, ces forces, ça va être le désir. Ni vous ni moi ne créons le désir. Nous ne faisons que canaliser ce désir, un désir déjà présent, un désir déjà existant, parmi la masse, parmi les clients que nous ciblons précisément. Et pour parler un petit peu de tout ça, je voulais revenir sur une thèse d'un philosophe et anthropologue français qui s'appelle René Girard, et qui partait lui du principe que le désir, c'est quelque chose de mimétique. C'est-à-dire que le désir n'émane pas de nous, mais on apprend à désirer finalement quelque chose. Et sa thèse, c'est que l'humain ne désire pas un objet pour ses qualités propres, mais parce qu'il est désiré, cet objet-là est désiré par une autre personne que nous prenons comme modèle. Donc en fait, c'est un peu une formule en triangulaire, une formule triptyque, où il y a le sujet, celui qui désire la chose, le modèle ou le médiateur, celui qui inspire en nous le désir, et l'objet, donc ce qui est désiré. Et je vous donne un exemple concret ici, un exemple qui est assez simple, et peut-être que si vous avez des enfants, ou alors si dans votre entourage, vous avez été amené probablement à voir des enfants jouer ensemble avec d'autres enfants, etc., probablement que vous avez déjà vu ce scénario un nombre incalculable de fois. Vous avez deux enfants qui se trouvent dans une pièce remplie de jouets. Ok ? Il y a un enfant qui va ignorer complètement un camion en plastique qui est posé au sol, là, juste là, devant lui. Mais dès qu'un second enfant va s'approcher et saisir ce camion, le premier, quelque part, va ressentir immédiatement le besoin irrépressible, irrésistible de jouer avec ce même objet. Et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, des fois ça crée des incohérences, on se dit, mais attends, le camion a toujours été là, et là, une fois que ton frère, une fois que ta sœur, ou une fois que ton ami commence à jouer avec ce camion-là, toi, tu as envie d'avoir ce camion, mais tu te moques de moi. Et en fait, c'est pas le camion en lui-même qui s'est transformé, mais c'est l'attention de l'enfant, du camarade, qui lui a attribué de la valeur. Et du coup, cette personne, cette tierce personne, cette personne qui s'est rajoutée à l'équation, est devenue le modèle. Et très vite, quelque part, elle est devenue le rival. Tu as l'objet de mon désir, et je souhaite obtenir cet objet-là à mon tour. Donc, il y a une forme de confrontation qui commence à se créer. Et en fait, si je vous dis ça, c'est vraiment pour exposer ce principe et cette thèse de René Girard sur le désir mimétique. Maintenant, on va prendre d'autres exemples concrets. Si on prend trois cas concrets de désirs existants qui ont été canalisés, des désirs souvent qui ont été, donc en France, d'accord, des choses qui se sont manifestées assez mainstream, assez répandues, voilà, assez connues, assez médiatisées. On va prendre trois exemples. Donc le premier, c'est la promo Nutella qui a eu lieu le 25 janvier 2018. Le deuxième exemple, la deuxième étude, c'est l'opération Klim, entre guillemets, qui a eu lieu le 2 juillet 2026, et celle où il n'y a pas si longtemps, la mission Eclipse, qui a eu lieu le 12 août 2026. On va voir à chaque fois les forces présentes, donc les désirs déjà présents dans la masse, les croyances associées, l'urgence, le contexte et le véhicule, le mécanisme pour assouvir ce désir déjà existant. Donc, si on regarde déjà par rapport au Nutella, on va dire que les forces présentes de base, le désir de masse de base, c'était l'interdit permissif. On a tout ce truc-là où ça crée une forme de désir d'avoir quelque chose d'interdit. Ok ? Si on reprend un modèle beaucoup plus ancien, beaucoup plus archétypal, beaucoup plus inscrit en fait dans les mœurs et finalement dans l'inconscient collectif, c'est l'histoire d'Adam et Ève. C'est le fameux fruit défendu. Et ce qui donne autant d'irrésistibilité, j'ai envie de dire, au fruit défendu, c'est que il y a une telle curiosité
et il y a une forme d'interdit. Et donc, les désirs de masse sur le Nutella, on va pouvoir, on va avoir plutôt l'interdit permissif, la restriction, le besoin de récompense immédiate. Ok. Les croyances associées, il pourrait y en avoir plein d'autres. J'ai pris les croyances essentielles qui peuvent ressortir de ça. Le Nutella, c'est bon, alors c'est cher. C'est cohérent. Offrir de la qualité à moi et ma famille. Je veux offrir de la qualité à moi et ma famille. Par les temps qui courent, et là on reviendra sur la notion de contexte, avoir du stock chez soi est indispensable. Un petit peu comme on a pu le voir avec le Covid-19. Un peu de bonheur dans ce monde de brut. Si tout le monde y va, c'est pour une bonne raison. Le côté FOMO, fear of missing out, la peur de perdre quelque chose, de rare, quelque chose de précis et de désirable, encore une fois. L'urgence qui a été mise en place, ça a été la promo de moins 70% et le stock limité. Ok. Donc, on va dire urgence plus rareté. Le contexte, c'est que en 2018, le faible pouvoir d'achat, il provoquait dans l'air une tension permanente. Et le véhicule, le mécanisme qui a été employé, donc c'était le pot de Nutella. Mais en fait, le pot de Nutella n'est que l'objet qui canalise ce désir, ces désirs existants. Pourquoi? Parce que le contexte forçait à la restriction. Le contexte économique forçait à faire attention à ses dépenses. Donc forcément, il y a eu tout cet embriquement d'association, d'urgence, de rareté, de qualité, plus les croyances et l'histoire que chacun se raconte, qui ont déclenché en fait une razzia complète des pots de Nutella, qui était le véhicule pour assouvir ces désirs de base. Ensuite, on a l'opération Clim. Les forces présentes, les désirs présents, encore une fois, on va sur des choses très très archaïques. Il y avait le besoin primaire de survie physique et de régulation thermique. Bien évidemment, j'ai trop chaud, c'est une douleur qui est ultra violente. Les croyances qu'il y avait, c'est chez moi c'est une fournaise, j'ai aussi le droit d'avoir accès au frais. Donc on peut même avoir ici une forme d'ennemi commun qui est des gens plus aisés que moi, qui eux peuvent se permettre d'avoir la clim, donc ils ont accès à des insights, ils ont accès à des choses dont moi je n'ai pas accès. Et donc il y a une forme d'injustice qui va créer chez moi ce désir justement de redonner la justice, de retrouver de la justice. Je ne pourrais pas subir la canicule jusqu'au bout. Si je rate cette offre, je ne pourrai plus obtenir de clim à prix attractif. Je vais pouvoir revendre ces clims beaucoup plus cher. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y avait même des personnes, ça a amené un conglomérat de personnes, d'habitants qui désiraient avoir des clims pour eux-mêmes, pour subvenir à leurs besoins de régulation thermique et de confort, et aussi des revendeurs derrière. Donc ça a vraiment attiré des masses différentes. Les urgences créées plus la rareté, encore une fois, c'était les clims à prix à prix attractif et abordable, plus encore une fois un stock limité. Le contexte, la canicule, des logements mal isolés et non climatisés, véhicules, mécanismes, les clims et les ventilateurs. Donc on est vraiment sur le même schéma. Ok. Là, je vous offre vraiment et je vous donne des patterns à analyser pour voir ce qui marche, pourquoi ça fonctionne et quelles sont les différents éléments en fait embriqués les uns avec les autres qui forment un tout, qui forment un contexte et qui poussent et incitent les gens à acheter. Ensuite, l'éclipse. Ça, c'est des besoins qui sont très très spécifiques aussi, qui sont très intéressants à observer. Il y a eu le besoin d'appartenance à un événement historique. Ben oui, parce que si moi je vais pas voir l'éclipse et que tout le monde l'a vu, il va y avoir une forme d'exclusion du groupe, d'accord? Donc on revient sur des choses très archaïques, même si ça se joue de manière inconsciente, c'est ok, il va y avoir un événement exceptionnel. Il va se reproduire, et là on verra après derrière les éléments qui ont été mis en avant aussi, ça va se reproduire, on ne sait tous les combien d'années, et donc moi je vais faire partie de cette minorité ou de ces personnes qui auront eu accès au privilège de voir de mes propres yeux, entre guillemets, l'éclipse. Et même ça constituera des anecdotes à raconter à mes petits-enfants ou autres. En tout cas, ça va s'imbriquer dans quelque chose de très profond et de très spécial. Je veux être une personne spéciale. Ok. Les gens veulent être des personnes spéciales.
aux yeux des autres. Peur de l'exclusion et désir de jouissance visuelle, tout simplement. Les croyances qui ont pu être mises en avant, c'est unique dans l'histoire, c'est un événement unique. Peut-être que je ne verrai plus jamais ça. Si ça se refait dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être que je serai plus là. Donc, il y a cette urgence naturelle qui est présente. Il me faut des lunettes pour regarder en toute sécurité. Bah oui, parce que c'est le message qui a été mis en avant. Et concrètement, c'est ce qu'il faut. Effectivement, c'est la réalité. Tout le monde va être présent, alors moi aussi. Je suis curieux de savoir à quoi ça ressemble en vrai. Donc, les urgences, la rareté qui a été utilisée, c'est le faux mot, encore une fois, la peur de louper quelque chose d'important, un événement unique et le besoin de faire partie de l'histoire, le besoin d'être important, le besoin d'avoir contribué finalement, si on va vraiment plus loin, à quelque chose d'exceptionnel. J'ai vu quelque chose d'exceptionnel. Ça me rend, par ricochet, un peu plus exceptionnel finalement. Le contexte, c'était qu'un événement unique ne se reproduira pas avant 2086 selon les estimations. Véhicule mécanisme, des lunettes certifiées ISO 112312-6.2. Ok, avec une norme spécifique. Donc là, on a une forme aussi de mécanisme unique. La norme ISO spécifique. C'est celle-ci qu'il vous faut. Et donc, toutes ces choses-là, finalement, là, on a eu de la réduction, etc. Il y a eu de la réduction des prix attractifs. Là, il y a des lunettes qui sont vendues extrêmement chères parce que tous ces éléments-là étaient imbriqués les uns sur les autres. Ok. Maintenant, si on va un peu plus loin, comment ça marche? Comment est-ce que ça marche un achat? Et comment est-ce que vous pouvez faire la même chose? Vous pouvez répliquer ces principes-là dans votre activité. On part toujours, donc, comme on l'a vu, d'un désir existant. Ok? D'un désir de masse, un désir existant. Ces désirs existants sont associés à des croyances ou à une grosse croyance fondamentale spécifique. Ces croyances-là vont être aussi reliées à un véhicule, ce qui va m'amener à l'achat. Je vous donne un exemple concret. J'ai un désir, c'est de retrouver de l'énergie. Je me sens très fatigué ces derniers temps, etc. La croyance que j'ai qui est associée à un véhicule, parce qu'il y a eu un message qui a été répété et qui a été bien travaillé, c'est que, par exemple, le cachet de vitamine C me permet justement de nourrir ce désir-là. Donc, le cachet de vitamine C, c'est un véhicule. Un véhicule qui est associé à une croyance qui est que si je consomme de la vitamine C, par l'intermédiaire d'un cachet ou d'un jus d'orange ou autre, je vais avoir plus d'énergie. Donc, c'est cette association-là du désir, de la croyance et du véhicule qui provoque l'achat. Maintenant, la question c'est, comment est-ce que je fais pour introduire un nouveau véhicule? Si je veux proposer ma solution à moi et ne pas faire concurrence avec les autres, ne pas rentrer en concurrence, eh ben, le secret ici, c'est toujours de partir du désir existant, ça ne change pas. Mais cette fois-ci, d'aller créer des nouvelles croyances, et on verra un petit peu des éléments pour créer des nouvelles croyances, plus associer à ces nouvelles croyances un nouveau véhicule. Et pour ça, on a eu l'exemple d'Elon Musk avec Tesla. Qu'est-ce qu'il a fait Elon Musk? À l'époque où il a lancé Tesla, le challenge, c'était de faire face à la croyance que un véhicule électrique, ça peut pas être performant. Et c'est bien, c'est cool, c'est écologique, etc. Mais c'est pas performant un véhicule électrique. Donc, moi, je vais pas risquer de mettre de l'argent là-dedans si c'est pour aller à 20 km/h. D'accord? J'abuse un petit peu du truc. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Elon Musk? Il est passé par une démonstration concrète. Il a pris un véhicule thermique, c'est une voiture sportive, je ne sais plus exactement le modèle, et il a pris un véhicule électrique, mais aussi une gamme sportive. Et il a démontré, en fait, en faisant une petite course, en mettant les deux en rivalité, finalement, que une voiture électrique, pouvait être complètement performante. Est-ce que derrière, son but, c'était de vendre des voitures électriques sportives? Pas nécessairement, non. Son but, c'était de modifier une croyance qui était une voiture électrique ne peut pas être performante. Et donc, par la preuve concrète dans le réel, je vous montre qu'une voiture électrique peut être même bien plus performante que certaines voitures thermiques. Okay, et ce qui après derrière lui a permis d'introduire les Tesla, des gammes plus accessibles, des gammes avec une certaine autonomie, une certaine puissance, etc. Parce qu'il y a eu cette déconstruction de croyances au préalable qui a été faite. Okay, donc concrètement, comment ça marche? Je vais vous donner 5 éléments pour faire évoluer une croyance. La première, ça va être la curiosité.
intégrer des éléments de curiosité, ça rejoint un petit peu la nouveauté. Et on va aller chercher vraiment quelque chose d'unique. Des mécanismes uniques. On va utiliser des appellations différentes. Ben Jerry's, par exemple, le fait très bien. Et ils disent pas juste on a des glaces au brownies. Non, non, il y a un nom spécifique pour leurs glaces au brownies. Et d'ailleurs, des noms qui sont déposés par eux et que personne d'autre n'a. D'accord? C'est vraiment une marque déposée, le nom de leur glace. Pourquoi? Parce que ça introduit de la curiosité, ça introduit aussi quelque part de la nouveauté, quelque chose de nouveau. Et le cerveau adore ce qui est nouveau, adore quand ça vient susciter notre curiosité. Et on reviendra là-dessus parce que il y a encore une fois cette logique de survie. Je reviendrai un petit peu dessus par la suite. Les changements structurels et les concepts à la mode. Ça, c'est un petit peu des momentum, des ouvertures de contexte. Par exemple, on a eu l'ouverture de la gamme Veggie, végétarien, on le trouve beaucoup dans les fast-foods aujourd'hui. C'est un message qui est beaucoup plus mis en avant. Des gammes veggie, voilà, parfois on va attirer la personne avec du coup en mettant en avant un autre produit, d'accord, qui est basé sur une tendance, sur un concept structurel au niveau sociétal, j'ai envie de dire. Ok. Ensuite, on va voir notre histoire personnelle. On a peut-être essayé des choses, on a fait nos propres recherches, on a fait nos propres tests, on est tombé, on s'est trompé, etc. Et au fur et à mesure, à force, on a découvert un nouveau mécanisme. On a découvert quelque chose qui, avant ça, était peut-être juste devant nos yeux depuis tout ce temps, mais qui est passé à la trappe de beaucoup de personnes. Et c'est donc un élément qui permet d'introduire une nouvelle croyance et d'associer à cette croyance-là un nouveau véhicule. On a une frustration forte et, comme je l'ai dit, introduire de la nouveauté. Ce qui est rigolo dans ces 5 éléments-là, comme je l'ai dit, c'est que ça vient chercher quelque chose, encore une fois, de très archaïque dans le cerveau. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi l'être humain aime profondément la nourriture? Pourquoi l'être humain aime dormir? Pourquoi l'être humain aime avoir des rapports sexuels? Pourquoi ces choses-là? En fait, parce que notre cerveau a mis en place des stratégies pour nous faire aimer des choses qui participent à notre survie. Si j'aimais pas manger, je mourrais de faim. Si j'aimais pas dormir, je mourrais de fatigue. Si j'aimais pas me reproduire, avoir des rapports sexuels, je ne pourrais pas assurer la pérennité de l'espèce. Et donc tout ça, c'est associé à des choses très très archaïques. Et c'est exactement ce que la curiosité et la nouveauté vient aussi chercher. Si on revient un petit peu des milliers d'années, des millions peut-être d'années auparavant, si on prend un homme préhistorique qui se baladait dans la forêt, il avait tout intérêt à être très alerte sur ce qui était nouveau dans son environnement, de ce qui provoquait de la curiosité, très alerte au changement de structure, très alerte peut-être aussi à une histoire personnelle ou à ce qu'une personne de la tribu proche de lui a vécu, afin d'en retirer des leçons, justement, et de ne pas commettre les mêmes erreurs. Une frustration forte, même chose. Donc tous ces éléments-là, finalement, sont très associés et très corrélés à chaque fois en permanence à la survie. Et j'aimerais vraiment que vous portiez votre attention là-dessus de plus en plus. Et à quel point l'être humain fait des choix et a des comportements beaucoup plus irrationnels que ce que l'on pense, parce que c'est associé à des zones très très archaïques et très reptiliennes, très anciennes de notre cerveau. Ok. Maintenant, on va voir concrètement, pour terminer cette vidéo, ce qu'a fait mon père et qui lui a permis, entre autres, de générer 750 000 € en 2 mois de chiffre d'affaires. Ce business qu'il avait, c'était une boîte de nuit. Et le premier challenge, c'est de comprendre quel est le vrai jeu de mon business. Et des fois, on a tendance à se tromper de combat quelque part. Ce qu'il a compris, mon père, assez rapidement, c'est que une boîte de nuit, c'est pas un lieu pour se détendre finalement. Ou en tout cas, il peut y avoir ça, mais il y a quand même une forme de prétexte là-dedans. La boîte de nuit, c'est beaucoup basé sur la séduction. Donc c'est beaucoup un business de séduction, la boîte de nuit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a mis de façon concrète pour augmenter l'acquisition de clients dans sa boîte de nuit à lui, et comment il s'y est pris pour canaliser un désir qui était déjà existant? Déjà, il y a eu un vrai travail de persuasion où il s'est assuré de mettre en place des petites astuces pour augmenter la taille de la file d'attente devant sa boîte de nuit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ses videurs
à, à parler avec chaque personne au moins 1 minute 30. De cette façon-là, il y a une agglomération de gens qui sont venus, qui ont commencé à composer la file d'attente. Et c'est comme tout, hein. Plus on voit du monde quelque part, et plus ça attise encore une fois notre curiosité, où on se dit, attends, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant ici, et peut-être que je vais rater ce qu'il y a concrètement. Ou peut-être que dans cette boîte de nuit, il se passe des choses exceptionnelles pour qu'il y ait autant de monde devant. Et donc, il a vraiment capitalisé là-dessus. Donc, c'est vraiment déjà l'étape de persuasion avant que la personne rentre à l'intérieur de la boîte de nuit. Ensuite, ce qu'il a fait, c'est que, au lieu de mettre des femmes, ce que font beaucoup, hein, des femmes derrière le bar, il est parti mettre des hommes séduisants derrière le bar. Et il a fait un emboîtement de désir, finalement. J'appelle ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'en mettant des hommes derrière le bar, ce qu'il a cherché à canaliser, c'est justement le désir des femmes de venir un petit peu flirter avec ces hommes qui étaient derrière le bar. Donc, quand ces femmes sont venues massivement dans la boîte de nuit, qu'est-ce qu'elles ont attiré derrière elles? Des hommes à leur tour. Donc, il y a eu un vrai embriquement de désir. Il y a eu une vraie forme d'appât. Les hommes derrière le bar qui ont attiré les femmes qui ont attiré plus d'hommes dans le bar. Et encore une fois, comme on l'a dit, c'est un jeu de séduction. Donc, à l'intérieur de ça, les hommes qui veulent, eux, prouver leur valeur, parce que là, encore une fois, il y a un instinct reproductif, le fait que je montre que j'ai des moyens, que je peux te payer des boissons hors de prix, que je peux te payer des bouteilles hors de prix, que je peux te donner des accès hors de prix, des choses hors de prix, etc. C'est lié à cet instinct reproductif qui est que, en montrant que j'ai les moyens de subvenir à tes besoins, j'amène de la sécurité chez la femme. Cette sécurité chez la femme égale probabilité de reproduction beaucoup plus forte. Ok? Donc, ce qu'ils vont faire, c'est que ils payent des consommations aux femmes. Et après, on rentre dans un espèce de cercle vertueux de consommation où ceux qui étaient dans la boîte, quand ils sortent, vont dire aux autres personnes, à leurs contacts et autres, venez dans la boîte, c'est super, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des blabla, on peut danser, etc. Il y a plein de choses à faire. Et donc, en fait, il y a eu un emboîtement de désir qui a été provoqué. Et c'est l'une des choses qui est ultra fondamentale à comprendre pour avoir beaucoup plus de clients et faire beaucoup mieux marcher votre activité aujourd'hui. Si vous êtes coach, si vous êtes thérapeute, si vous avez un business de coaching, un business de thérapie, un business de service, que vous générez entre 10 000 euros et 30 000 euros par mois de chiffre d'affaires et que vous souhaitez faire croître votre activité, cliquez sur le lien Calendly en description de cette vidéo. Je ne vais pas vous manger, c'est totalement gratuit. C'est un audit stratégique qui est 100% offert. Le but, ça sera de faire un diagnostic de votre situation et de vous donner des éléments, une roadmap claire à mettre en place justement pour commencer à faire croître votre business. C'est 100% gratuit, donc prenez un lien dans la description. Je vous remercie pour votre attention. Merci d'être arrivé jusqu'ici et d'être resté jusqu'ici dans cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.